premiers à faire ça, quoi. Voilà. Mmh. C'est clairement d'arriver avec un setup en mode télé, La studio, régie et tout, ouais. avec Ouais. régie, dès la fin du premier confinement pour continuer à faire des lancements produits, pour continuer à communiquer, pour continuer à être présent dans la tête des magasins. On a clairement été les premiers. Les magasins ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus venir à nous. Et ben, on va prendre le contre-pied et on est peut-être enfermé, mais du coup, on va aller à eux en live, 3 caméras, un studio, une régie, 2 gars qui prennent la parole face caméra. On avait 200 personnes présentes, quoi. Donc 200 personnes, c'est costaud. Ouais. Et on avait 200 personnes pour le marché français. Et après, on avait une centaine de personnes pour les versions anglaises, quoi. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. On est parti, nickel. Ouais. Ok, bon, il y a un petit décalage, mais on devrait arriver à s'en sortir. En tout cas, pour le son, ça va passer crème. Pour l'image, écoute, je redécalerai, pas de problème. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous recevoir et d'enregistrer ce nouvel épisode du podcast En roue libre. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un je pense que je vais dire ça à chaque fois, mais quelqu'un que je connais depuis un moment, qui s'appelle Thomas Lecoq. Thomas, que j'ai voulu inviter parce qu'il a un parcours super intéressant et j'espère qu'il va vous intéresser à vous, enfin vous aussi. Thomas, ouais, c'est quelqu'un qui a bossé pour pas mal de très belles marques, avec pas mal de belles aventures, pour lesquelles il a été un élément, j'estime qu'il a été un élément assez déterminant dans la réussite de certains projets digitaux. Et en observateur et en geek du digital, ça m'a vraiment intéressé et j'ai voulu l'inviter pour qu'il nous parle de ses expériences. Et donc bienvenue Thomas dans le podcast En roue libre, ravi de te recevoir. Thomas, la question que je commence à poser à mes invités de plus en plus, enfin ça commence à être la question récurrente, c'est qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Salut Antoine, content d'être avec toi, content de partager ce moment. On va avoir pas mal de choses à se dire, c'est cool, c'est cool. Première question, qu'est-ce qui m'a amené au vélo? Je pense que il y a plusieurs choses. C'est un peu familial déjà, puisque moi je viens d'une famille de cyclistes. J'ai deux cousins qui ont fait pas mal de compétitions dans leur jeunesse. J'ai grandi dans la nature, dans une ferme, et c'est propice quand même à l'évasion et à partir rouler, etc. Et puis ouais, j'ai toujours aimé ce contact avec la nature, pouvoir m'évader, pouvoir profiter des beaux paysages. Et surtout avec le côté un peu pilotage, pouvoir engager de temps en temps. Moi, je viens à la base du motocross. J'ai commencé le motocross quand j'étais tout petit avec mon papa. J'avais 8 ans quand je suis monté sur une petite Piwi. Et pour moi, c'est vrai que ça a toujours été complémentaire, quoi, entre le motocross et le vélo. Et je continue le motocross. J'ai jamais arrêté depuis, malgré pas mal de blessures. Mais ça, quand on l'a dans le sang, après, c'est fini. Et je dirais que bah, ça a été toujours complémentaire, quoi. Voilà, d'un côté le motocross en fil rouge, et puis de l'autre la passion du vélo, avec le contact de la nature, pouvoir s'évader, le tout en lien avec le tissu familial fort dans lequel j'ai bercé, puisque comme je disais, mes deux cousins étaient compétiteurs, et puis en grandissant, il y en a un des deux même qui a basculé dans le milieu du vélo, il a ouvert son magasin de vélo. Donc voilà, le vélo, ça a toujours été une partie de moi depuis mon plus jeune âge. Voilà, ça me suit. Ouais. Et donc plutôt côté VTT?
Ouais, plutôt côté Mm. VTT quand même, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que le tout-terrain, c'est ce qui m'a vraiment animé dès le début. Et puis, petit à petit, par extension, avec le temps, en grandissant, aussi le vélo de route. Il y a des parcours très sympas, c'est une autre ambiance, c'est d'autres sensations. Et puis, en fait, moi, ça m'a plu, une fois que j'avais bien compris un petit peu le VTT et son milieu, ben, d'aller découvrir d'autres univers. Donc c'est vrai que j'ai fait par la suite des épreuves un peu plus de cyclo, l'étape du Tour, des cyclos un peu plus longues. J'ai goûté au triathlon aussi, le gravel. Moi, voilà, tout ce qui a deux roues et un guidon et des pédales, ça me plaît quoi. Voilà, Mm. c'est ce qui me plaît, c'est l'ambiance et puis ouais, varier les disciplines maintenant. Voilà, avec Mm. un petit peu avec l'âge, c'est cool de passer du VTT aux routes, au gravel, à la moto et voilà, sans se mettre la pression et pour le plaisir. Ouais. Mm. Il y a le côté aventure peut-être aussi qui est un dénominateur commun de ce que tu fais enfin, avec toutes ces pratiques, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que le vélo pour ça, c'est un super moyen de découvrir des endroits, d'aller au contact des personnes. Et puis il y a un côté communautaire et fédérateur qui est quand même extrêmement cool. Que ça soit les petits clubs locaux, les sorties du dimanche matin avec les copains, que ça soit quand on est sur un vélo de route, rouler en paquet, ou en triathlon, c'est un peu cette ambiance qui est à la piscine ou en course à pied. Donc il y a ce côté vraiment fédérateur et communautaire que moi j'adore. Et puis l'aventure, ouais, c'est vrai que le vélo, c'est un super moyen de partir en voyage, de se déplacer, de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres cultures. Donc ça, c'est cool aussi. C'est vrai Mm. que j'ai aussi fait un petit peu de backpacking à l'étranger. C'est toujours des super moments, quoi. Voilà, et on se déplace à une bonne vitesse en fait en vélo quand on veut faire un peu des voyages au long cours, puisque c'est beaucoup plus rapide qu'à pied. Et on est plus baigné dans l'environnement autour de nous que quand on est en voiture ou même en moto. Mm. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette. Génial. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans l'industrie du vélo? Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de passionné. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur et à la passion. Et quand j'ai terminé mes études, mon but, c'était vraiment de travailler dans le milieu de ma passion. Voilà. Donc, je voulais pouvoir m'épanouir. Je voulais pouvoir être heureux chaque jour quand je vais au travail. Et il y a un proverbe chinois qui dit choisis un métier que tu aimes et tu auras l'impression de ne jamais travailler, quoi. Ouais. Alors voilà, c'est un peu cliché comme dicton, mais quelque part c'est vrai quoi. Mm. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre tous mes efforts dès le début après mes études en me disant ok, moi ce que je veux c'est travailler dans le milieu de ma passion, que ça soit aussi bien le vélo, le sport, l'outdoor, et j'ai vraiment tout fait pour ça. Voilà, c'était un contexte un peu particulier parce que j'ai passé pas mal de temps en Asie. J'ai fait une école qui est une école de management Europe-Asie. Et donc, dès la fin de mes études, je me suis retrouvé à Taïwan et en Chine. Et c'est du coup quand je suis arrivé en Chine où là, je me suis vraiment dit, voilà, je suis à Shanghai, c'est une page blanche, on était dans les années 2004-2005 Mm. et il y avait tout à faire, il y avait beaucoup d'opportunités. Et je me suis dit, plutôt que d'aller dans une industrie qui ne me plaît pas forcément, je vais essayer de profiter du fait que je sois à l'étranger, dans un marché nouveau, émergent, avec beaucoup de marques qui commencent à s'investir. À l'époque, il y avait des importateurs de marques et de pièces qui étaient déjà un petit peu sur place à Shanghai. Il y avait Specialized qui commençait à être présent aussi. Et je me suis dit, ben voilà, il faut absolument que je fonce là-dedans Mm. et essayer de bosser dans cette industrie. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, le pied dans le milieu du vélo à Shanghai pour un importateur chinois de pièces et de marques européennes. Tinelli, Campagnolo, Commensal. Voilà. Ok. Donc, mes premiers contacts. Donc c'était un importateur qui importait des marques européennes en Chine, c'est ça? Ouais. Et donc tu faisais l'interface des deux. Concrètement, tu faisais quoi? C'était quoi
C'était quoi tes missions? Mais c'était un peu de faire la tête de pont entre la distribution chinoise et les marques européennes. Donc, c'était en 2004. Donc, le marché du vélo en Chine commençait vraiment à se développer et des marques comme notamment Commensal étaient déjà un petit peu présents. Et en tout cas, ils essayaient d'investir le marché, des marques comme Trek, comme Giant aussi. Et donc, en fait, moi, j'étais un peu le lien entre les marques européennes et puis la Mm. distribution. Et le rôle à l'époque, c'était de fluidifier les échanges et puis aussi d'organiser quelques activités, de faire la promotion du cyclisme. Il y avait un point de vente, donc on a fait beaucoup de sorties vélo avec les gars sur place. Il y avait un petit peu à cette époque-là aussi un rôle entre guillemets, pas d'éducation, mais de montrer ce que c'était que le VTT, ce que c'était que certaines pratiques qui n'étaient pas encore arrivées, ou en tout cas qui n'étaient pas vulgarisées en Chine. Donc il y a eu tout ça, quoi. Voilà. Et puis l'aspect un petit peu marketing local avec des événements. On en revient toujours à la même chose, Mm. fédérer les communautés, créer des communautés, partager. Et puis après, pour évidemment, in fine, le but c'est quand même de vendre des produits, quoi. Donc Mm. voilà, ouais, ouais, j'ai fait. Et alors, est-ce que tu avais le sentiment en allant là-bas et puis en vivant là-bas, est-ce que tu avais ce sentiment d'être un peu, pas, peut-être pas pionnier, mais en disant, voilà, je vais à l'aventure, je vais créer quelque chose qui existe peut-être, mais peut-être pas sous cette forme-là, ou en tout cas d'essayer de développer la pratique du vélo là-bas. Est-ce que c'est un peu ça, ou comment tu l'as ressenti Mm, justement non, je pense que ça serait vraiment un peu ambitieux. Tout a été toujours naturel dans ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans ma carrière. Et c'est vrai que je suis pas parti en Chine en me disant il faut que je parle chinois et on va développer le marché du vélo en Chine et on va créer des activités et ça va être canon. Et en fait, c'est plus naturel. C'est un peu la nature des choses qui m'a amené en Chine et j'ai vu qu'il y avait moyen de rouler là-bas et que je suis vraiment tombé amoureux du pays. J'ai appris la langue et in fine, petit à petit, les choses se font et il y avait de la place pour organiser des événements, il y avait de la place pour mettre des choses, des événements, organiser des courses. Et voilà, ça s'est fait très naturellement avec déjà une communauté qui était très restreinte à l'époque, mais Hmm. de gars qui roulaient, quoi. Je veux dire, il y a certains gars à Shanghai qui m'ont pas attendu pour aller partir à Bien l'aventure sûr. avec les vélos Ouais. et aller rider, quoi. Mais moi, ce qui m'a de suite intéressé, sans vraiment que je provoque des choses, c'est rencontrer ces gars-là et puis aller rouler avec eux, partager leurs spots, et puis continuer à faire grandir tout ça. Et du coup, on a vécu des belles choses avec ce petit noyau dur quand même de gars qui faisaient de la DH dans les années 2004-2005. Donc, Hmm. faut imaginer quoi. Il y Ouais. avait à Shanghai, d'autant plus que c'est quand même, enfin, c'est très plat, donc il fallait aller loin dans les montagnes autour à 2-3 heures de route. Il y avait quand même des petites boutiques un peu underground où c'était tout poussiéreux avec des pièces récupérées de Taïwan ou tombées du camion, etc. C'était Hmm. assez épique. Ok. Mais il y avait en tout cas cette passion du vélo, cette passion du VTT. Et puis moi, je suis juste rentré dedans, quoi. Voilà, moi, j'ai pas forcément créé quelque chose, mais en tout cas, j'ai contribué à l'essor de ces communautés. Et on a organisé des belles sorties, on a ouvert des chemins, on a fait des courses ensuite tous ensemble. Mais je suis pas arrivé avec mon drapeau en disant allez, on va mettre en place quelque chose. Ça s'est fait Hmm. de façon très fluide, quoi. Voilà. D'accord. Du coup, t'es resté combien de temps là-bas enfin, ouais, à Shanghai parce que tu as fait une bonne expérience à Hong Kong aussi, non? Alors j'ai fait d'abord un an et demi à Taïwan. Mhm. Voilà, donc ça c'était en 2003-2004. Où là aussi j'ai acheté mon premier VTT qui était un Specialized Rockhopper. Ouais, et, Mm. c'était Belle un bête. Ouais. une belle bête voilà, pour partir à l'assaut des sentiers autour de Taipei. Et c'est vraiment là où j'ai commencé
à mettre le pied dans les communautés des pratiquants à Taipei. Et enfin, de suite, c'était vraiment super cool. Passer 1 an et demi à rouler avec eux. Et puis après, déménager sur Shanghai à partir de 2005. Hmm. Et Shanghai de 2005 jusqu'à 2011. Donc un gros bloc de 6 ans à Shanghai où là, comme je disais, d'abord commencer à bosser pour cet importateur chinois. Et puis après, mon objectif, c'était quand même de bosser pour une grande marque et Hmm. j'ai eu la possibilité de bosser pour Specialized pendant 4 ans sur le marché chinois. Et, euh, et c'était une belle expérience, voilà, avec toujours les mêmes missions, quoi. Hmm. Mettre des gens sur des vélos, faire la promotion du sport, parler des produits, éduquer les revendeurs et aussi les pratiquants. Euh, Mettre en place des petits événements, s'occuper des relations presse, voilà, tout ce qu'on connaît dans les métiers un peu du marketing, Hmm. sauf que c'était à Shanghai dans les années 2006, 2007, 2008, voilà, et puis que le marché était encore assez tout début, quoi. Mais, Ouais. mais c'était une top expérience, ouais. C'est génial parce que tu me dis ça, et quand je t'entends, j'ai l'impression que tu avais un poste de directeur marketing Chine, quoi, qui est quand même un énorme marché, euh, alors que tu étais junior en quelque sorte. Enfin, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait refaisable aujourd'hui? Enfin, ou là, aujourd'hui, c'est tellement développé que c'est plus possible entre guillemets, qu'un petit jeune prenne le lead sur tous ces sujets sur un pays aussi émergent et stratégique que la Chine. Est-ce que c'est encore Ouais, possible? mais c'est marrant, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que on va dire que je suis tombé au bon endroit au bon moment, quoi. Et je suis extrêmement reconnaissant de la Chine, entre guillemets, de m'avoir offert cette possibilité, parce que c'est vrai que aujourd'hui, ça serait difficilement faisable de retomber dans cette dynamique. Et ça serait plus compliqué, quoi. Les choses ont changé, le marché a évolué, c'est devenu beaucoup plus compétitif aussi avec les Chinois qui ont aussi des compétences, que tout le monde a progressé. Donc aujourd'hui, Hmm. ça serait compliqué. Et vu mon profil que j'avais, ça aurait été compliqué aussi que j'accède à ce niveau de responsabilité en France, directement, Hmm. aussi jeune, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que quelque part, comme je disais, je suis hyper reconnaissant de la Chine et de cette opportunité parce que ben ouais, c'était au bon moment, au bon endroit. Et puis après, voilà, c'est pas tombé du ciel, c'est comme on dit, c'est Hmm. learning by doing, tu vois, c'est faire apprenant, apprendre en faisant en fait. Hmm. Et au début, bah ouais, on sait pas trop comment faire le marketing, les relations presse, et puis bah on est accompagné, on fait petit à petit. Et puis bon, faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un tout petit marché, quoi. Le nombre de vélos qu'on vendait, c'était ridicule par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Ouais. Donc, on n'avait pas non plus trop de pression, voilà. Et, Hmm. euh, et c'était, faut remettre ça dans son contexte aussi. C'était du coup, il y avait un niveau de responsabilité, mais vu le nombre de vélos qu'on vendait et puis les infrastructures, ça va, c'était, c'était, Hmm. c'était gérable, quoi. Bah, Ouais, ouais. c'est vrai que maintenant qu'on regarde ça aujourd'hui, ça paraît presque lunaire, quoi, parce que, enfin, c'est difficile d'imaginer que la Chine ce soit un petit marché dans le VTT pour une marque comme Specialized. Enfin, mais génial. Et comme tu dis, enfin, ce que je note là-dedans, c'est quand même que il fallait aller le chercher, quoi. Il y a peu de gens. Enfin, si t'as eu cette expérience, c'est que justement, t'as eu en quelque sorte le courage d'aller en Chine, un peu à l'aventure pour aller chercher ça, et finalement, ouais, t'as rencontré cette expérience qui est venue à toi et que t'as créé aussi avec le courage, d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que bon, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est un peu la détermination, tu vois, la détermination aussi qu'on peut tous avoir quand on est sportif ou toi aussi, Antoine, dans tes projets ou dans le sport. Et voilà, je pense que ça, c'est quand même une belle école de la vie, quoi. Pour ça, le sport, la compétition, le dépassement de soi-même.
Et puis surtout, être passionné, quoi. À partir du moment où on est passionné par quelque chose, bah, tout semble plus facile, quoi. De se bouger quand on sait pour faire quelque chose qu'on aime, c'est forcément beaucoup plus facile que de se bouger pour aller Mmh. à l'usine ou dans un truc qui serait pas agréable, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est Génial. le vecteur commun, c'est ça, quoi. C'est la passion et puis, bah, le dépassement de soi-même qu'on retrouve dans le sport et surtout dans le vélo. Où on sait que c'est ingrat quand même le vélo parfois. Quand on remonte sur le vélo après, après des périodes longtemps sans avoir roulé. Mmh. Ouais, génial. Alors, après, enfin, pas, enfin, après cette expérience Chine chez Spey, c'est quoi la suite pour toi? Et ben, en fait, ce qui était rigolo, c'est que quand on avait des réunions marketing un peu globales avec les autres marchés, quand j'étais pour Specialized Chine, ben, je voyais donc mes collègues et mes homologues américains, je voyais mes collègues espagnols, allemands et français aussi, puisque Mmh. en fait, quand il y a ce genre de réunion, on est tous conviés à partager nos expériences. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu un extraterrestre, quoi. J'étais le français qui était en Chine pour gérer le marketing du marché chinois. Et c'était un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'assumais. Mmh. Et c'était évidemment l'occasion de rencontrer et de nouer des contacts avec l'équipe française lors de ces réunions. Et en disant, putain, ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas, nanana, Et petit à petit, on s'est bien entendu avec l'équipe Specialized de France. D'autant plus que, comme je le disais, mon cousin, dont je parlais au début de l'entretien, qui a ouvert une boutique de vélo, était revendeur Specialized en Mmh. France, à Caen. Et du coup, il y a eu à un moment donné le directeur du marché francophone Specialized qui m'a dit bah, écoute, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas rentrer en France quoi? Viens, Mmh. viens bosser pour SPE en France et renforcer nos équipes. Nous, on est en train de grandir. Le bureau, maintenant, il a 4 ans. On est dans une phase de croissance. On a besoin de power, donc tu es la bienvenue si tu veux rentrer. Tu as déjà une expérience de la marque, tu connais les produits. Voilà, c'est comme ça que j'ai accepté de rentrer en France. Moi, j'avais pas forcément prévu de rentrer en France. J'étais bien Mmh. en Chine. Ça faisait déjà un gros bloc de 8 ans en tout, hein. Donc, et j'avais mes amis, j'avais mes habitudes, j'avais mes connexions. J'étais parti très tôt, quoi. Je suis parti, j'avais 21 ans. Mmh. Donc, j'étais vraiment installé là-bas. Mais en même temps, ça me tentait bien pour passer une étape justement dans ma carrière, de me dire bah, aller sur un marché mature, aller apprendre aux côtés de gens hyper compétents et puis continuer à progresser. Je savais aussi que les bureaux Specialized étaient dans un coin de France qui est quand même plutôt sympa, Mmh. en Ardèche. Mmh. Et voilà, Shanghai, moi j'adore, mais c'est vrai que j'étais jamais à Shanghai en fait, puisque j'étais tout le temps barré dans les montagnes autour et dans les Mmh. petites provinces. Et je me suis dit, bah voilà, ça peut être une bonne opportunité. Donc, j'ai déménagé de Shanghai, 20 millions d'habitants, à Charmes-sur-Rhône, 2000 habitants, OK. en été 2011. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à attaquer l'aventure chez Specialized en France. Ouais. À quel poste? C'était quoi le Eh ben, c'était c'était quoi pareil l'intitulé? au marketing. Ouais, ouais, OK. au marketing. Donc, Mmh. l'équipe était déjà en place et mieux enfin, structurée déjà, puisqu'il y avait déjà évidemment du monde, hein. Mmh. Et là, il s'agissait de renforcer, de renforcer l'équipe. Et donc, je me suis intégré à cette équipe et j'étais vraiment super bien reçu par toutes les personnes de l'époque. C'était vraiment une époque. Mmh. Je dirais vraiment formidable parce que c'était petite structure, familiale, tout le monde très engagé, avec une bonne mentalité, c'était vraiment chouette. Et bah, moi, j'ai pris un petit peu les dossiers qui étaient vacants, on va dire, au sein de l'équipe marketing. Et il y avait un dossier qui était un petit peu en cours, que personne ne s'occupait vraiment, c'était le site internet, les réseaux Mmh. sociaux, la com digitale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dans le milieu de la com digitale, en fait, hein, en 2011, avec des missions en disant, bah, écoute, voilà, il y a un site internet dont il faut gérer le côté administration.
il y a des réseaux sociaux, il y a des newsletters, il y a la com B2B aussi à gérer. Donc, feu, quoi. On te donne les manettes et à toi de te débrouiller. Hmm. Donc, voilà, moi, c'était un truc que je connaissais pas plus que ça parce que ben, j'avais pas forcément d'expérience dans ce milieu-là. Et de suite, ça m'a vraiment intéressé, quoi. Ça m'a vraiment intéressé, ça m'a motivé et j'ai mis les mains dedans. Et une fois de plus, comme je fonctionne à la passion, bah, je suis tombé, pas amoureux, mais en tout cas passionné par ce domaine. Et du coup, j'ai mis plein gaz, quoi. Plein gaz. Hmm. Ok. Comment tu t'es... Enfin, c'était quoi ton niveau avant en marketing digital et comment tu t'es formé? Alors, marketing digital, c'était, j'ai envie de dire, presque zéro, puisqu'en fait, moi, la partie marketing que je gérais en Chine, c'était plus les médias classiques, print, la presse, les relations avec les revendeurs, les formations. Donc, il y avait très très peu de com digital. D'autant plus qu'en Chine, bah, les réseaux sociaux, la com digitale, c'est quand même Hmm. relativement contrôlé par le gouvernement chinois. C'est des canaux de communication qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a en France. Il va y avoir des canaux de com comme Weixin ou des choses comme ça que nous, on n'a pas en France. Donc, mon niveau d'expérience et d'expertise sur la com digitale, quand je suis arrivé chez Specialized, elle était pas très très élevée, quoi. Donc, bah, une fois de plus, c'est learning by doing. On met les mains dedans, on regarde, on demande des conseils. On a l'équipe aux US qui nous a aussi donné des bons coups de main, puisqu'en fait, on est quand même dépendant de la structure des États-Unis. Et, et ils ont été d'un bon accompagnement. On s'est formé. Et après, j'ai attaqué à faire des petites formations aussi avec mon employeur, avec SPE, Hmm. qui a pas hésité à des moments donnés à dire bah, écoute, ok, on te donne cette mission, il y a des choses où tu as besoin d'apprendre. Bah, écoute, tu vas faire une formation de tant d'heures sur les réseaux sociaux, sur la com digitale. Et en fait, j'ai fait plein de petits blocs comme ça Ok. d'une semaine sur Google Analytics, sur les réseaux sociaux, sur l'administration sur WordPress, etc. Et donc, je me suis un peu construit comme ça une base Hmm. de connaissances et enrichi avec la pratique, quoi. Avec la pratique, avec ce qu'on faisait. Et puis voilà, petit à petit, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Sachant que tu as pu tout de suite, enfin, c'était de l'appliquer tout de suite, quoi. T'apprends et derrière, tu mets en place, quoi. Ça, c'est génial. Enfin, en termes d'apprentissage, je pense qu'il y a rien de mieux. Mais ouais, c'est ça, c'est ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était pas carte blanche parce qu'il y a quand même un cadre à Hmm. respecter, mais par contre, je pense que c'est aussi une grande qualité des boîtes américaines. C'est si on te donne le feu vert, c'est go, quoi. Et après, fais en sorte que ça se passe et gaz. Et du coup, ben ok, on apprend à faire une newsletter. Ok, ben on la met en place, on la diffuse. Après, on va regarder le taux d'ouverture, faire de l'acquisition de données, comment réussir à générer plus d'abonnés. Et c'est vrai que ça a toujours été ma chance, c'est que j'ai pu apprendre des choses et les mettre en place dans la foulée, quoi. Hmm. Et ça, c'est avec toujours le soutien de ma hiérarchie et de mon N plus 1, quoi. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est top, quoi. C'est Hmm. top. Ça a été vraiment bien. Et alors, si on fait une sorte d'avance rapide, après ce que tu as fait, c'est également ce que tu as mis en place chez donc, Moustache et enfin, Santa Cruz slash Cervelo. Est-ce que c'est ça que tu as en commun après sur les autres expériences? Ouais, voilà. Donc, on va dire, cette première expérience du digital chez Specialized, elle m'a vraiment passionné. Et comme je disais, cette petite base de pyramide que j'ai construite au travers de différentes formations, euh, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et à la fin de mon cursus chez SP, j'ai demandé à mon employeur de pouvoir retourner à l'école pour pouvoir Hmm. vraiment me former et mettre un diplôme sur ses compétences. Pour moi, c'était important. Ça faisait 5 ans que je faisais de la com digitale, que j'avais appris des choses, que je travaillais avec des outils. Et pour moi, c'était important de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que ça vaut vraiment sur le marché du travail en termes Hmm. de diplôme et d'un commun accord avec le directeur de chez Specialized.
que je remercie, hein, et toute l'équipe, parce que ça a été une super expérience. Je suis retourné en Master 2 à Lyon pour faire un master en web marketing. Voilà. Hmm. Pendant un an. Donc j'étais en alternance toujours chez SP. J'étais une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Mhm. Et là, ça a vraiment été top parce que ça m'a permis de passer une autre dimension, quoi. Voilà. Il y Hmm. a autant les outils, la com digitale opérationnelle, je la maîtrisais puisque, comme on disait un peu plus tôt, j'étais les mains dedans systématiquement. Je voyais ce qui se passait, mais il y avait le côté, je pense, stratégique que je connaissais pas et le pourquoi. C'est pourquoi est-ce qu'on va faire une newsletter? Pourquoi est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux? Hmm. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est la stratégie? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le message? Et en fait, quand on est vraiment dans l'opérationnel, on fait des tâches, mais on comprend pas trop bien pourquoi. On les fait parce qu'il faut les faire. Et là, cette expérience de retour à l'école, au contact en plus, moi j'avais 38 ans quand je suis retourné à Hmm. l'école, et de petits jeunes de 22, 23 ans, bah ouais, ça pousse un peu, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça permet de rouvrir un peu son état d'esprit, de se remettre en question. Et ça a vraiment été une expérience extrêmement riche où j'ai appris beaucoup de choses, non pas dans l'opérationnel, non pas dans les outils, mais plus sur la vision d'hélicoptère, Hmm. sur la gestion de projet, sur pourquoi faire les choses, et notamment sur un domaine qui m'a aussi très intéressé, c'est tout ce qui va être la notion de parcours client et de se mettre vraiment à la place du client dans la démarche d'achat avec pourquoi est-ce qu'il va acheter, quelles sont les conditions, les phases d'un parcours d'achat entre la considération, la réflexion, l'achat donc en lui-même sur le magasin physique ou alors sur Internet, et puis après, la période de fidélisation, une fois Hmm. que cette personne possède l'objet. Voilà, ça a été un truc qui m'a vraiment intéressé. Et en tant que marque, à quel niveau est-ce qu'on peut interagir avec ce client, avec ce consommateur, à chaque étape de son parcours client. Voilà. Et utiliser les bons outils et intercepter le consommateur à chaque phase. Et Hmm. ça, c'est hyper intéressant. Et le faire en étant sûr que les prises des paroles de la marque sont harmonieuses et cohérentes. Voilà, que quand je suis en train de rechercher des informations pour un appareil photo, j'ai envie de m'acheter un nouvel appareil photo, je vais sur Internet, je tombe sur Nikon, et ben qu'il y ait une espèce d'environnement et de cohésion entre quand je me déplace en magasin et je parle à un vendeur et qu'il y ait le même discours, qu'il y ait une espèce de résonance qui soit faite, quoi. Hmm. Donc, voilà, donc ça m'a vraiment permis de prendre cette vision d'hélicoptère. Et pour en revenir à ta question sur mes deux expériences suivantes, bah ouais, tout à fait. Moi, je suis parti, j'ai quitté Specialized en 2019 et intégré l'équipe Moustache. Et bah là, c'est pareil, la possibilité de gérer au sens large la com digitale de la marque, avec une nouvelle dimension dans la mesure où bah là, on n'a plus de backup, quoi. Backup dans le sens où il n'y a pas les États-Unis derrière pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit gérer. La différence, c'est que chez Specialized, on était une filiale, donc avec les États-Unis qui sont toujours en toile de fond. Hmm. Et là, ben, on est les doigts dans la prise, quoi. Et Hmm. avec tout ce que ça peut comporter comme dose de stress, comme responsabilité, mais génial, vraiment génial, avec la chance de bosser avec des gens extraordinaires et dans une ambiance vraiment top. Euh, et super expérience. Donc Hmm. ça m'a permis aussi justement ben, ouais, de prendre la dimension de la com digitale, mais un petit peu sans parachute, quoi. Voilà. Ouais. D'autant plus que donc 2019, Ouais. comme digital sans parachute, donc derrière, t'as été en plein dedans. Est-ce que tu peux revenir sur cette période? Donc là, on parle de la période Covid, Mm. pendant laquelle donc toi, tu as géré toute cette partie digitale qui, de fait, est devenue ultra stratégique pour
pour tout le monde, pour toutes les marques. Et donc finalement, enfin, je vais essayer de concentrer, mais en gros, t'as eu cette expérience SP où tu t'es formé sur tous ces sujets pour être béton et je dirais légitime. Mhm. Et 2019, tu arrives dans cette boîte, Moustache d'ailleurs, on salue tous les gens de chez Moustache qu'on adore. Et donc, tu arrives chez Moustache et là, boum, Covid. Et là, tu es vraiment lâché dans le grand bain puisque le digital devient enfin, je sais pas, c'était quoi la place du digital là? Je vais te laisser le dire, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un élément enfin, stratégique, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, ça a été une grosse remise en question, surtout dans dans le milieu du vélo, où on est quand même habitué à avoir des schémas très classiques, quoi. C'est-à-dire des grandes messes, des cérémonies pendant lesquelles on accueille les magasins qui vont faire des précommandes, on leur présente les nouveautés. À côté de ça, on a les relations presse qui sont un peu en amont. Et en fait, c'est toujours le même schéma, quoi. C'est lancement à la presse, lancement aux revendeurs de façon physique qu'on invite. Et ensuite, on prend les commandes et les vélos sont expédiés et cadencés, quoi. Donc ça, c'était le modèle, on va dire, avant le Covid. Et là, c'est vrai que la pandémie a un petit peu tout bouleversé. Que ça soit aussi bien en termes de prise de commande et de relations avec les magasins et de la façon dont on va donner l'information, mais également de prise de parole de la marque. Et il faut un petit peu se réinventer enfin pas profiter, mais en tout cas s'adapter, quoi. Et ça a vraiment été Hmm. ce mot d'ordre, ça a été le côté adaptabilité. Et c'est vrai que l'avantage quand on est dans des structures comme Moustache, c'est que la prise de décision, elle va très vite, quoi. Donc, Hmm. on va venir avec un projet, une idée, ou alors la direction va venir avec quelques pistes. Et du coup, on va réfléchir, proposer quelque chose, et quasiment instantanément, si c'est validé, ok, feu, quoi. Et Hmm. c'est parti. Et pour ça, Moustache, c'est un peu comme certaines boîtes américaines où ça peut aller vraiment très vite, quoi, dans la prise de décision, et c'est Hmm. hyper agréable. Et c'est vraiment génial pour ça. Et donc, pendant cette période de pandémie, il y avait quand même un besoin de communiquer de la marque et il a fallu Hmm. se réinventer. Et donc avec les collègues à l'époque et aussi avec l'aide de prestataires extérieurs qui sont basés à Épinal, on a décidé de mettre en place un petit peu des webinaires, des lancements de produits en direct, un peu en mode studio télé, etc. Et en fait, ça, on peut le dire quand même, parce que je suis quand même assez content de ça, avec toute l'équipe et tous ceux qui ont contribué à ça, c'est qu'on a quand même été les premiers à faire ça, quoi. Voilà. C'est Hmm. clairement d'arriver avec un setup en mode télé, Ah, la régie et studio, tout, ouais. avec Ouais. régie, Hmm. dès la fin du premier confinement, pour continuer à faire des lancements produits, pour continuer à communiquer, pour continuer à être présent dans la tête des magasins. On a clairement été les premiers. Après, c'est devenu un peu normal, quoi. Je veux dire, Hmm. aujourd'hui, même ce qu'on fait aujourd'hui, je veux dire, c'est devenu un petit peu logique et normal. Mais à l'époque, c'est vrai que de se dire, eh ben, tu sais quoi, les magasins ne peuvent plus se déplacer, ils peuvent plus venir à nous, eh ben, on va prendre le contre-pied et on est peut-être enfermé, mais du coup, on va aller à eux, enfin, on va aller vers eux au travers d'un moyen de communication qui est un peu disruptif, un peu nouveau, les webinars en live, donc trois caméras, Hmm. un studio, une régie, deux gars qui prennent la parole face caméra, et je leur tire leur chapeau parce que ça a été un travail d'équipe qui était colossal parce que il fallait parler devant la caméra en direct, il fallait mobiliser les magasins pour qu'ils participent, il fallait gérer la régie, les studios, tout ça sans filet. Il y avait le Hmm. côté IT, ça a été vraiment génial avec des super retours en plus, quoi. Avec des super retours dans la Hmm. mesure où on avait, à chaque fois qu'on faisait soit des lancements produits ou soit des webinaires un peu plus techniques, on avait peut-être ouais, 200 personnes présentes, quoi. Donc 200 personnes, c'est costaud. Ouais. Et on avait 200 personnes pour le marché français. Et après, on avait une centaine de personnes pour les versions anglaises, quoi.
Donc, Hmm. un gros travail là, on va dire, de plus un peu de chef d'orchestre où moi j'étais un peu dans l'ombre et chacun avait ses projets et ses responsabilités. Et si ça s'est bien passé, c'est que tout le monde a fait le taf à fond et c'est vraiment un succès partagé, que ça soit aussi bien avec la direction qui nous a laissé faire, avec les personnes qui étaient face caméra, avec les studios, les régies, les prestataires en local. Et voilà, et c'était chouette et je pense on a mis un peu le benchmark sur ce côté-là. Et puis après, bah, comme je disais, ça s'est démocratisé et après tout le monde a fait pareil. Mais ce qui est logique, je veux dire, voilà, c'était Hmm. logique. C'est juste que nous, on a été un tout petit peu en avance sur ça, quoi. Voilà. Ouais, moi, ça m'avait marqué à l'époque, parce que aussi, tu as une excellente capacité à communiquer et du coup à créer du contenu et à montrer aussi ce que tu fais. Et c'est vrai que dans cette période où on était un peu, enfin, tous en observation et à se demander à quelle sauce on allait être mangé, c'est une démarche qui, pour moi, est ressortie de manière, enfin, ah ouais, donc en fait, entre guillemets, la petite marque française est au-dessus du lot en termes enfin voilà, de création de contenu, de comment est-ce qu'on crée des interactions enfin, avec les gens avec qui ils bossent. Euh, Mm. et puis enfin, les moyens, quoi. C'est sûr que la régie telle qu'elle était mise en place, c'était fou. Et après, bah, il y avait aussi plein d'autres choses. Il y avait je crois, il y avait le catalogue, il y avait, enfin, sur les présentations des gammes aussi. Enfin, voilà, vous aviez mis en place cette démarche-là. Et c'est vrai que enfin, c'était super impressionnant euh, de voir cette démarche mise en place par bah, une boîte française et qui était un peu en avance sur effectivement les autres, quoi. Ouais. Toi, enfin, est-ce que tu avais une inspiration? Est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient fait te dire oui, ce serait cool de faire ça? Ou est-ce que tu as combiné en fait des briques de choses que tu avais, enfin, pas que toi, mais que toi ou vous aviez observé et du coup vous avez mis tout ça en place? Comment vous vous êtes dit, bah Mm. tiens, en fait, on va organiser ces webinars pour les gens avec qui on bosse? En fait, c'est toujours des idées qui sont mutualisées avec les collaborateurs, j'allais dire les copains, parce que c'est vrai que souvent les collaborateurs, c'est des Hmm. copains, et du coup, c'est presque la même chose. Hmm. Et souvent, on va partir un peu sur un brainstorming en disant, OK, là, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ça va être un peu toujours la surenchère d'idées, quoi. Eh ouais, si on Hmm. faisait ça, ah ouais, mais attends, si on faisait ça, non, non, non. Et du coup, en fait, c'est pas mon idée, c'est un travail collectif et on a mis ça tous ensemble avec les collègues de l'époque. Et concrètement, comment ça s'est passé? Ben, il y avait une nouvelle gamme VTT qui allait être lancée. Et ben, on avait une problématique, quoi. C'est qu'on pouvait pas faire venir les magasins. Hmm. Et la première étape, ça a vraiment été de dire, OK, bon, on verra comment est-ce qu'on présente les VTT, on a un peu le temps, mais par contre, il faut vraiment qu'on présente cette nouvelle gamme aux commerciaux et en interne. Donc, Hmm. comment est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas, on n'a qu'à faire ça en façon digitale. Ah ouais, OK. Ben, à ce moment-là, on va se mettre dans la salle de présentation, je vais prendre mon PC et je vais te filmer en train de ça. Et puis, tu vois, on a fait ça la première fois, c'était une catastrophe, quoi. Ça marchait pas du tout, on avait des soucis de connexion, Hmm. on voyait rien et c'était d'un niveau d'amateurisme qui était ridicule quoi. Et là en fait avec les collègues de l'époque on s'est dit non mais là ça va pas, il faut qu'on fasse un peu mieux donc on a dit ok il faut une caméra, ok une Hmm. caméra mais comment on fait pour brancher la caméra, ok donc il faut une régie, ouais mais attends une régie et en fait à chaque fois ce qui est top c'est que il y en a toujours un pour amener l'idée encore au-dessus, quoi. C'est-à-dire, ouais, mais attends, mais Hmm. si on faisait carrément appel à une régie, moi je connais un tel à Épinal, il bosse avec France 3, ça va être pro. Et là, on se dit, bah en fait, mais ouais, quoi, on n'a qu'à faire un truc, genre faisons-le à fond, quoi. Hmm. Faisons-le à fond, un truc de fou. Et petit à petit, ben, ça s'est fait comme ça, quoi. Et on a d'abord présenté l'idée au management et ils ont validé l'idée et l'initiative. On s'est rapproché des bons prestataires qui, eux, ont été enthousiastes quant à ça.
Et puis, ben voilà, c'est de la surenchère et à la fin, ça fait des trucs qui fonctionnent. Et je Mmh. pense qu'on en parlait plus tôt. Encore une fois, c'est quand on est passionné et quand on met du cœur à l'ouvrage, en fait, il n'y a rien de difficile et tout se passe bien, quoi. Et en fait, les problèmes, souvent, ils viennent quand il y a des contraintes, quand on n'est pas assez motivé. Et là, oui, c'est vite compliqué. Mais là, on était, je sais pas, une équipe en tout 5 ou 6 personnes, plus les prestataires, et tout le monde voulait faire un truc de fou, quoi. Mmh. Et quand c'est comme ça, bah, déjà, tous les ingrédients sont réunis, quoi. Mmh. Et après, voilà, moi, j'ai juste eu, entre guillemets, ce rôle de coordination et de m'assurer que, ben, à l'instant T, que ça soit la régie, que ça soit le contenu, que ça soit sur le site internet, que ça soit au niveau de l'usine pour les studios, bah, que tout converge au même moment. Et puis bah, que quand on appuie pour le feu d'artifice, pouf, voilà, ça fonctionne, quoi. Voilà. Mmh. Et ça a bien fonctionné. Et ouais, c'est un peu mon métier, quoi. Voilà, c'est ça, c'est coordonner plein de différents corps de métier et différentes personnes pour que tout le monde bosse ensemble, quoi. Voilà. Ok, génial. Effectivement, super exemple. Euh, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, sur lequel, à titre perso, j'ai un peu moins de matière parce que c'est un peu moins visible. Peut-être aussi parce que là où les marques sont un peu plus grosses et puis le groupe est aussi plus gros. Est-ce que tu peux, voilà, nous présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui, donc avec les marques avec lesquelles tu bosses? Ouais, et bien, l'aventure Santa Cruz et Cervelo, donc c'est deux belles marques, que j'ai retrouvées sous le drapeau Pond Bike, hein. Donc c'est le groupe qui gère les deux marques et qui a racheté Cervelo et Santa Cruz. Euh, et c'est une aventure qui a débuté en avril 2021 avec, pour le coup, euh, un poste qui est quand même assez différent, avec un marketing au sens large, en fait, et un marketing un peu plus axé terrain, dans le sens où on va se concentrer sur les activations avec les magasins, les journées tests, la relation presse, la formation, quasiment un peu ce que je faisais en Chine, en fait. Hmm. C'est ça qui est drôle. Il y a énormément de choses en commun, sauf qu'on le fait évidemment dans une autre dimension, avec un professionnalisme Hmm. qui est beaucoup plus là. Euh, mais c'est un autre aspect du métier qui me passionne aussi. Ce qui est intéressant, c'est si on reprend ce parcours client, moi voilà, Hmm. qui est un peu mon fil rouge. Eh ben, Petite parenthèse, hein, excuse-moi de te couper, mais ouais, parcours client qui t'intéresse beaucoup et ce qui nous ouais, intéresse également. Et j'aimerais ouais. que un petit peu plus tard, tu nous donnes quelques clés quand même de compréhension et comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça, histoire que les gens qui nous écoutent en ressortent avec voilà, des petits insights qu'ils peuvent appliquer directement. Je te laisse Ok, poursuivre. ok, ok. Et, euh, et donc, dans toutes ces interactions que la marque peut avoir avec le consommateur, eh ben, c'est en complément de mon expérience que j'ai pu avoir chez Moustache ou chez Spé avec la com digitale. Donc là, on fait moins de com digitale, donc moins de réseaux sociaux, moins de sites internet, etc. Mais plus d'événementiel, Mm. de la présence en magasin pour des journées de test, pour faire essayer les produits. Donc, je pense que c'est complémentaire au final de mes expériences que j'ai pu faire avant et que j'ai pu avoir avant. Et c'est un autre aspect du métier, quoi. Voilà. Et qui est aussi tout intéressant. Et après, c'est bien pour moi, enfin, je trouve, d'apprendre des nouvelles choses. C'est vrai que j'aime bien avoir des petits challenges, pouvoir apprendre des nouvelles, acquérir des nouvelles compétences. Et bah là, c'est le cas. C'est le cas où je refais un peu Mm. d'événementiel. J'en ai toujours fait un petit peu, mais là, on va former les magasins. Et puis, il y a cette dimension un petit peu internationale, voilà, avec deux belles marques Mm. donc américaine,
c'est vraiment cool de bosser avec les US, avec la Californie. Mm. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ce qui m'avait séduit aussi dans le projet, il y a l'aspect humain, évidemment, parce que moi, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler chez Pwnbike, qui gère le directeur, qui gère le marché français, et le reste de l'équipe, bien entendu, mais aussi les deux marques qui sont des belles marques avec des beaux produits, voilà, Mm. des belles choses. Bien sûr. J'ai pas de logo sur moi là, bon, il y a un Cervélo derrière, mais Mm. en toute, voilà, j'enlève ma casquette. Franchement, Santa Cruz aujourd'hui, on monte sur un vélo Santa Cruz, il y a un truc qui se passe quoi. C'est Mm. juste magique. Et ça c'est mon cœur de gamin de 8 ans quand je faisais du vélo à la ferme qui Mm. parle quoi. Et il se passe vraiment quelque chose. Et Cervélo, c'est identique. C'est pareil. On monte sur un S5, mais on va se dire, mais ce vélo, c'est pas possible. Il y a quelque chose, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, moi, ce qui me fascine dans ces deux marques, c'est cette ingénierie, cette recherche, ce développement, euh, le, la recherche du détail. C'est complètement hallucinant de voir ce que les ingénieurs sont capables de faire et ce qu'ils vont aller chercher en termes de détails. Et ouais, ce goût pour la perfection au final, qui pousse tout le monde vers le haut. Ça commence par le produit. On le voit bien avec le Syndicate pour Santa Cruz, Mm. et puis avec la Jumbo-Visma pour Cervélo. C'est juste monstrueux. Il leur faut des vélos qui performent. Enfin, voilà, Mm. y a pas à dire. Et après, ça va remonter petit à petit dans l'organisation, dans la production, dans le service après-vente, dans le marketing, dans la comptabilité, dans les commerciaux, dans les relations avec les magasins. Alors, tout n'est pas parfait et on essaye de donner le meilleur nous-mêmes, mais il y a cette recherche de l'excellence qui est vraiment hyper intéressante pour ces deux marques. C'était le cas aussi pour les anciennes boîtes pour lesquelles j'ai bossé, mais là, je trouve que il y a un niveau avec un rythme qui est vraiment calé et qui est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Et ce que je trouve super intéressant aussi dans ces marques-là, c'est que elles ont été rachetées par un grand groupe, mais j'ai le sentiment qu'elles gardent encore, de manière encore plus forte leur ADN. Ce qui n'a pas forcément toujours été le cas avec des rachats de marques qu'on a pu connaître notamment chez Cannondale, GT, Schwinn, par Cycling Sport Group par exemple, où on a vu que les marques avaient un petit peu perdu de leur superbe. Là, on a vraiment l'impression, et c'est beau à voir, que les marques en fait sont renforcées. Est-ce que tu as également ce sentiment, toi, quand tu vois des marques comme Santa Cruz et Cervelo rachetées par Pon? Ouais, c'est vrai que. Alors, moi, j'ai pas connu, à la différence de certains de mes collègues, j'ai pas connu Santa Cruz avant Pon, donc je Mm. peux pas trop juger. Par contre, ce qui est vrai et ce qu'on voit au quotidien en travaillant avec les États-Unis, que ce soit Cervelo ou Santa Cruz, c'est qu'il y a de l'authenticité et un vrai ADN et il n'y a pas de bullshit, quoi. Enfin, je veux dire, ça respire la passion, ça respire le ride, la volonté de bien faire. Et du coup, c'est vrai que je pense que l'ADN de la marque, c'est vraiment ça, quoi. C'est Quality Bicycles pour Mm. Santa Cruz. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv et on reste dans ça. Et après, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment, vraiment changé entre avant et après Pwnbike, quoi. Mm. Ça, c'est une des forces de Pwnbike. C'est un groupe qui est évidemment très gros, mais qui est familial et il n'y a pas tellement d'ingérence dans la gestion des deux entreprises et des deux marques, quoi. Mm. Donc, ils sont un peu derrière, en backup, pour le côté opérationnel, le côté financier. Mais par contre, tout ce qui va être au niveau marque et au niveau produit, ils savent très bien que les gens qui sont à la tête de Santa Cruz et de Cervelo, ils savent ce qu'ils ont à faire et du coup, ils leur laissent Mm. un petit peu carte blanche. Et il n'y a pas eu trop de choses de cassées dans les marques. Mm. Voilà. Ouais, sachant quand même que une marque comme Santa Cruz, alors j'ai suivi un peu moins Cervelo, puis il y a eu quelques rachats ces derniers temps, mais Santa Cruz, c'est quand même une marque qui, dans les 20 dernières années, a suivi une trajectoire quand même
assez fascinante avec initialement des vélos qui étaient d'une qualité de fabrication exceptionnelle, mais qui n'étaient pas parmi les plus sexy, mais toujours avec des alus. Je me souviens, le Heckler en 2001, c'était magnifique, avec une anodisation bleue, c'était superbe. Euh, mais peut-être pas aussi adapté à des codes européens qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Mm. aujourd'hui, enfin, en tout cas à titre perso, j'ai vraiment l'impression que Santa Cruz a enfin, a une sorte d'ADN qui est compatible avec les codes européens. Et est-ce que toi, tu ressens ça? Alors, et je compare pardon, mais je compare par rapport à d'autres marques américaines, type Intense par exemple, type bah, Ibis, mais parce que c'est les voisins, mais ça va quand même. Des marques qui ont vraiment conservé un ADN américano-américain avec notamment des marques qui ne se sont pas trop intéressées à l'élec, au VTT Mhm. assistance électrique, alors que Santa a assez rapidement basculé sur de l'élec, en assumant même ces choix-là. Pour faire le tour de ma question, en gros, comment est-ce que tu vois l'ouverture de la marque vers des marchés qui sont autres qu'américains? Et combien est-ce que c'est important pour la marque, justement, de sortir un peu de ce cadre nord-américain? Mm. Ouais, mais c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que il y a une grande ouverture d'esprit chez Santa Cruz. C'est une des valeurs de la marque. C'est de l'écoute. C'est le côté un petit peu, on va dire, cool où chacun peut donner son avis, écouter, etc. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est il y a toujours eu des liens très forts entre l'Europe et puis les États-Unis, avec notamment le Syndicate qui est basé en Europe à Morzine. Hmm. Et puis bah, justement, parlons-en, c'est ce bureau de Morzine avec une partie du staff qui est basé là-bas. Et du coup, ça favorise énormément les échanges, que ce soit déjà, la culture d'entreprise, deux, le fait que le syndicate soit basé en France, et trois, qu'il y ait une partie de l'équipe qui soit là-bas. Alors, Donc ça Syndicate, favorise. petite parenthèse, excuse-moi. Ouais, ouais, Syndicate, pour rappel pour ceux qui ne sont pas des pratiquants de VTT de descente c'est ou de vrai. Gravity qui ne suivent pas, c'est le team officiel Santa Cruz, qui a été créé par Steve Pitt il y a quelques années et dans lequel roulent Greg Minard, Jackson Goldstone, Laurie Greenland cette année. Enfin, c'est un des teams les plus impressionnants et beau à voir rouler aussi. Donc voilà, énorme team de descente aux avant-postes et avec de belles têtes d'affiche. Ouais, voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que bah déjà, il y a énormément de produits qui viennent des retours de l'équipe du syndicate, donc de la compétition. Mm. Santa Cruz, c'est vraiment une marque qui est dédiée à la compétition à la base, hein. Donc toutes les innovations, en tout cas un bon nombre d'innovations, elles ont d'abord été mises en place sur le V10, qui est le vélo de descente, Mm. et puis après, ça va ruisseler sur le reste de la gamme. On pense au VPP, enfin, au point d'ancrage bas pour le VPP. Mm. Et puis VPP, système de suspension, point de pivot virtuel. exactement, Ouais. voilà, qui est assez unique à la marque. Et, euh, et donc, ça favorise, comme je disais un peu plus tôt, les échanges et les remontées d'infos. Et ensuite, bah, évidemment, le fait qu'il y ait ce bureau à Morzine, ben, il y a beaucoup de chefs produits qui vont venir passer des étés à Morzine, ils vont rouler sur les sentiers en Europe, ils sont très curieux de ce qui se passe aussi sur le reste des marchés européens. Donc, comme tu le disais, il y a cette ouverture de Santa, des chefs produits,
vers les autres marchés. Et ça se fait aussi de façon naturelle. Et même de plus en plus, là, il y avait les responsables et tous les directeurs de marché européens qui étaient il n'y a pas très longtemps aux États-Unis pour aller donner leur ressenti sur les produits avec les chefs produits, les ingénieurs, pour discuter, pour échanger. Et voilà, et le fait qu'il n'y ait pas ce côté cloisonné avec les ingénieurs dans leur salle un Mm. peu et qui vont faire redescendre l'information de façon euh, très verticale, descendante. Non, là, c'est vraiment, OK, on ouvre le livre, OK, comment ça se passe, etc. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, bah, c'est vrai que il y a quand même des produits qui s'intègrent, enfin, la majeure partie des produits s'intègrent bien au marché européen, quoi. Voilà, c'est à la différence peut-être d'autres marques, ouais. Ouais, Mm. ouais. Et euh, si on fait un focus sur l'e-bike, euh, Oui. aujourd'hui on voit quand même que Santa Cruz, enfin e-bike slash Santa Cruz, on voit que la marque fait quand même des efforts assez importants pour l'évangélisation de l'e-bike, notamment sur le marché nord-américain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la marque déploie autant d'efforts à créer du contenu qui permet qui permet aux spectateurs, je pense plutôt nord-américains, de dire bon en fait l'e-bike c'est marrant. On l'a vu un peu chez Spé, on a vu des démarches comme ça chez Specialized. Pourquoi est-ce que c'est si important pour la marque de créer ce type de contenu? Et si tu peux nous rappeler un petit peu justement le contexte aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Bah alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on sait tous ou pas, mais il y a eu un petit peu de retard à l'allumage pour le marché américain au niveau du e-bike. Très longtemps, ça a quand même été un marché plus européen, on va dire, en termes de volume de vente, et pas que chez Santa Cruz, hein, évidemment. Hein, pour toutes les marques, ça a été le cas. Euh, pour plein de raisons, parce que les sentiers s'y prêtent peut-être pas forcément bien aux US, dans certains endroits. Il y a aussi une législation qui était différente aux États-Unis, dans certains États, avec le côté légal qui était différent. Donc il y a eu pas mal de retard. Et l'Europe a joué un petit peu un rôle de pilier dans le développement de la pratique e-bike. Et effectivement, on voit que les États-Unis maintenant rattrapent un peu le train et puis poussent fort pour ce marché parce que c'est aussi un marché à fort potentiel évidemment. Donc ce qui était avant un peu anecdotique pour les marques américaines en ce qui concernait l'e-bike, et ben maintenant ça devient vraiment un marché costaud et aussi parce que c'est quand même terriblement fun de rouler en vélo électrique Mm. et que du coup, on voit bien que l'intérêt, c'est de faire des vélos fun à rouler, que les gens s'amusent avec, et du coup, le potentiel, il est quand même vraiment là. Mm. Alors, Donc, excuse-moi, mais il y a un côté, pour préciser ce que tu dis et compléter, il y a aussi un aspect culturel dans la pratique du vélo enfin, versus e-bike aux États-Unis et au Canada. Quand j'étais allé à Whistler, et puis quand je suis un petit peu tout ce qui se dit sur l'e-bike, euh, en fait, les pratiquants nord-américains, ils sont quand même habitués à faire des shuttles. hmm, Il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que, en gros, il suffit d'aller à côté de Whistler, enfin au Canada, et ben la pratique, à la base, c'est quand même de mettre son vélo à l'arrière d'un gros pick-up et de monter sur des grands chemins de 4x4 en haut d'un trail et de faire globalement des shuttles toute la journée, quoi. Et, euh, et ça, c'est permis parce que, bah, en fait, on peut se déplacer dans les forêts sans que l'ONF, qu'on salue par chez nous, vienne nous taper sur la tronche. Euh, donc il y a ce côté, voilà, en fait, finalement, on n'en a pas besoin puisque nous, on peut monter en 4x4 et puis que finalement, on s'en fout. Et après, alors j'étais tombé sur des arguments enfin, complètement
c'est, ça découle en fait finalement. C'est que il y a des gens qui disaient, nous on veut pas de e-bike parce que en fait les pratiquants qui roulent en e-bike roulent plus, donc ils vont monter descendre plus souvent, donc ils vont abîmer nos trails. Ouais, Et pour finir là-dessus, j'avais quand même le sentiment que ce soit au niveau des pratiquants et même des magasins, il y avait un peu cette défiance, voire cette aversion à l'e-bike contre laquelle il fallait se battre. Est-ce que toi, tu as vu aussi ça dans les projets sur lesquels tu as bossé ou vous avez bossé avec la marque? ouais, bien sûr. Après, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que les problématiques que tu as énumérées, on a eu les mêmes en France il y a 7 8 ans. Hmm. Voilà, c'était l'argumentaire, le vélo électrique, le VTT, c'est pour les feignants, c'est pas du sport. Hmm. Les mecs vont débouler à fond dans les chemins et on va rouler qu'avec des moteurs débridés. Enfin, beaucoup Hmm. de préjugés et des objections. Puis en fait, on s'avère que c'est pas du tout ça. Voilà, le VTTAE, il faut surtout pas le mettre en opposition au vélo musculaire. C'est un autre sport, c'est différent, c'est une autre approche et c'est complémentaire. Donc à partir du moment où on part du principe que c'est une autre activité, bah, tout est ouvert. Je veux dire, on peut aussi bien se régaler sur un VTTAE que sur un musculaire. Et on sent que les mentalités ont changé en France et en Europe. Hmm. Aujourd'hui, on peut aller sur une rando et rouler en électrique et on va plus se faire traiter de tricheur. Je veux dire, Hmm. on l'a tous Ouais, connu. ça arrive encore un Ou peu. alors, Ça peut encore peut-être arriver. même qu'on a traité les vélos électriques de tricheurs. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça s'est quand même énormément démocratisé. Et pour toutes les raisons que tu citais, aux États-Unis, c'est vrai que bah, ils sont un peu dans ce stade-là où ils ont besoin de pousser, de faire la promotion de l'e-bike. Donc ça va passer par du contenu. Et on parlait d'objections à la pratique. Bah là, ça va être le cas. Ça va être de faire tomber les objections, de dire que Hmm. bah non, en fait, c'est pas parce que je roule en e-bike que je vais abîmer les chemins. C'est pas parce que je roule en e-bike que je vais pas respecter les autres usagers. C'est pas pour autant que je vais pas rouler comme un cinglé entre les arbres. Et donc c'est en train d'arriver et je pense que les volumes de vente vont aussi enfin, s'équilibrer puisque pendant longtemps ça a été quand même les marchés européens qui ont pris le lead en termes de vente. Et voilà, et petit à petit, le retard des US là-dessus va se combler. Et tu l'as très bien dit, c'est vrai que culturellement, les gars, c'est plus pick-up, on met ça dans la benne et on fait des shuttles et terminé. Ou alors, à l'inverse, c'est des trail hunters avec Hmm. des remontées qui sont hyper bien shapées, avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir à la monter. Alors que chez nous, après, les États-Unis, c'est un grand pays, donc il ne faut pas tout généraliser, mais il y a quand même beaucoup d'endroits comme ça. Et Hmm. après, alors qu'en Europe, ça va être montée raide, descente raide, Hmm. des chemins de chèvre, enfin surtout dans le sud-est ou dans certaines régions. Et donc, je pense que c'est pour ça déjà que bah, l'essor du e-bike en France et même de la compétition e-bike, eh ben, elle Hmm. s'est faite avec un vivier de pilotes comme d'hab dans le quart sud-est, hein, Hmm. comme souvent. Et puis que bah, c'est en train de monter en puissance dans le reste des marchés, et notamment dans le marché nord-américain. Euh, tout ça porté par des produits de plus en plus intéressants à rouler, de plus en plus légers, avec de plus en plus d'intégration. Hmm. Et c'est le cas pour Santa Cruz. Santa Cruz, ils ont quand même un petit côté, sur certains points, pas conservateur, mais ils aiment bien aller quelque part en étant sûr que tout sera bon, tout sera verrouillé et que Hmm. le produit fonctionnera, quoi. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que la concurrence sur le marché, mais ils sont arrivés avec le Éclair, batterie de 500, un vélo qui marchait grave à 20 kg neuf, je crois, tout Hmm. carbone, batterie de Oui. 500, moteur Shimano, un comportement hyper naturel et c'était une réussite dès le début. Hmm. Ensuite, le Bullet, qui est vraiment un fer de lance de la gamme ELEC chez Santa, un comportement en descente incroyable, batterie de 630, et puis bah, maintenant le Éclair avec grosse batterie de 720,
roule 29 ou MX. Et puis, pareil, des vélos qui sont légers, faciles à placer et avec lesquels on prend énormément de plaisir. Hmm. Donc, Et c'est marrant parce que c'est là où on voit la force d'une marque comme Santa euh, versus d'autres marques nord-américaines qui se sont lancées dans l'élec avec peut-être un peu moins de réussite. Même si évidemment il faut y aller progressivement, pas à pas, et que c'est facile de voir où en sont les marques aujourd'hui, mais euh, quand on regarde une marque comme Moustache il y a 10-15 ans, bon, bah, les vélos n'étaient pas particulièrement sexy, mais bon, au moins ils avaient le mérite d'exister. Là, c'est sûr que quand on rentre dans l'arène du e-bike en tant que marque nord-américaine, on est quand même bien scruté. Et c'est sûr que quand on voit des démarches chez Intense, chez Yeti, chez Ibis même, et chez d'autres, alors j'ai plus d'autres exemples en tête, mais c'est un exercice qui est quand même assez risqué. Et on peut, sans faire de promotion spécifiquement pour Santa, mais on peut quand même reconnaître que les vélos ont été assez bien conçus et nés dès le départ. Et ça, bah, c'est lié aussi au fait que, enfin, à tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu enfin, voilà, du recherche et développement, intégration de plein de feedback et tout ça. Donc je trouve ça super intéressant. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est le rôle des marques et jusqu'où elles doivent aller pour évangéliser, en gros, éduquer le consommateur nord-américain à utiliser le vélo électrique et leur dire à quel point c'est fun. Enfin, est-ce que c'est hmm, le rôle et le territoire de la marque? Parce que non seulement il faut éduquer le pratiquant, mais il faut éduquer des revendeurs qui, quand tu hmm. lis Bicycle, enfin Brain, tu sais, le site, enfin le média nord-américain pour les revendeurs, bon, bah, tu lis les revendeurs et les mecs, ils sont là. Non, non, mais l'e-bike, on veut pas en entendre parler. Donc, enfin, jusqu'où doit aller la marque pour être pour rester légitime sur son territoire à éduquer le marché, en fait? Est-ce qu'il n'y a Hmm. pas d'autres acteurs qui doivent le faire? Mais en fait, la réponse, elle est simple, c'est que c'est pas le revendeur qui décide, c'est pas la marque qui décide, c'est le Mm, pratiquant qui décide. mm, Et moi, ce qui m'a de suite plu avec Santa Cruz, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parti pris et de choses imposées aux pratiquants. C'est que tu veux rouler en MX en 160, 150 débattements, pas de problème, tu as le Bronson. Ton kiff, c'est un peu plus le 29, ouais, c'est pas grave, il y a le Hightower. Tu veux un petit vélo agile et joueur, ok, eh ben, c'est pas grave, il y a le 50-10. Et à chaque fois, en fait, il y a jamais un espèce de message fort qui tambourine en disant tu dois rouler absolument en 29, en 150 mm parce mm. que c'est ce qu'il te faut. Et pour le e-bike, tu dois rouler en e-bike. Et pas du tout. En Putain, fait, il y a des marques qui doivent avoir les oreilles qui sifflent, là, attention, hein. je sais pas, je dis ça comme ça. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est il y a pas, c'est aux pratiquants de faire le choix. Et je vais te dire quelque chose qui est, voilà, enfin, j'assume, c'est que moi, ça m'a gonflé de bosser pour certaines marques et qu'on m'impose des choix de taille de roue, des choix de choses. Et en fait, je dis, bah, à un moment donné, non, je voulais pas telle option, mais c'est juste la marque qui avait décidé pour toi, quoi. Mais si, c'est ça dont tu as besoin. Ben non, en fait, moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rouler sur un 29 ou un 27,5 en 130 mm de débattement, bah, voilà. Et en fait, pour ça, Santa, ils ont toujours proposé un large choix de produits. Il n'y a qu'à voir sur le site internet, hein. À l'occasion, ben, rendez-vous sur le site et naviguez et vous allez voir le pléthore de modèles disponibles. Ce qui peut parfois un peu paraître en tout cas, de la confusion, mais ça laisse le choix aux pratiquants. Donc tout ça pour dire que c'est pas le rôle de la marque de faire la promotion du e-bike, mais c'est d'offrir le choix et la possibilité Mm. aux pratiquants de trouver ce qu'il veut. Et s'il veut demain un vélo performant, emulé d'enduro, eh ben, il a le choix. C'est le bullet. Après, s'il veut un vélo dynamique qui roule avec une batterie à grande capacité, ben, il y a le éclair et le vélo, il est là. Et je ne pense pas que en fait, Santa Cruz soit dans
dans les discours 100% e-bike avec une Hmm. migration de la pratique. C'est juste un choix supplémentaire parmi toute la gamme et les vélos qui sont disponibles, quoi. Hmm. Ok, très bien. Non, parce que, enfin, je fais le focus là-dessus évidemment parce que si vous les avez pas vus, je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode, mais des très belles vidéos réalisées par Santa qui montrent en gros le potentiel de l'e-bike, qui montrent bah, pourquoi en fait l'e-bike c'est cool, et puis pourquoi est-ce qu'on peut avoir un intérêt à faire sauter un peu quelques barrières mentales par rapport à cette pratique-là. Moi, je pense, enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais l'e-bike, à mon avis, pour ceux qui s'y sont pas mis ou qui sont réticents, je pense que meilleure chose, c'est d'essayer. Parce qu'on peut évidemment avoir des a priori et des idées préconçues par rapport à ça tant qu'on n'a pas essayé. À titre perso, j'ai beau avoir 39 ans et avoir toutes mes jambes et mon cœur, franchement, le e-bike, c'est quand même tellement drôle. Enfin, même sur un spot dans la forêt à côté de chez moi ou un spot avec des bosses et tout ça, enfin, quand je vois que je peux monter et descendre, et qu'en gros je fais 5 descentes alors que enfin 5 montées descentes alors que les gars en vélo musculaire en ont fait une, ouais, c'est sûr que ça amène à se poser quelques questions, quoi. Je sais pas comment, quel est ton avis là-dessus. Après, c'est pas forcément bon pour, enfin c'est pas, euh, le musculaire est adapté à plein d'autres cas, mais franchement le e-bike c'est quand même tellement drôle. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Je pense qu'il faut vraiment pas mettre en opposition Mm. le e-bike et le vélo musculaire. C'est deux sports qui sont quasiment différents, mais qui se pratiquent dans les mêmes endroits. Et il faut le voir comme des activités complémentaires, quoi. Mm. Voilà. Moi, je sais que à titre perso, pareil, j'ai un Bullitt. Bah, je me régale. Voilà, on Mm. monte à fond, on descend à fond. À peine on est arrivé, on repart, on se tire la bourre, c'est génial. À côté de ça, j'ai aussi un Tallboy, 120 mm de débattement, et je pars pour des randos au long cours, pour la journée, avec le sac à dos, et des parcours parfois aussi un peu cassants. C'est juste différent, et je pense, et j'espère que, en fait, on n'en est plus là aujourd'hui sur le marché européen, quoi. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même bien acquis, je pense, pour parler avec beaucoup de nos revendeurs et même avec les pratiquants, que bah, ça y est, dans la tête des gens, c'est acquis, quoi. On sait que oui, le e-bike, c'est pas tricher, c'est fun. Et du coup, c'est chouette, enfin qu'il y ait cette prise de conscience. Et Mm. après, pour la petite histoire, je pense qu'on a tous, en tout cas, certains d'entre nous dans notre entourage, des gens qui ont commencé le vélo avec le e-bike et qui du coup après ont basculé sur un musculaire. Moi Mm. j'ai pas mal d'exemples des copains qui pour venir rouler avec nous, ben, les gars s'étaient acheté des VTT à eux. Et Mm. puis ben, à force de rouler, à force de prendre du plaisir, à force de reprendre la caisse, de perdre quelques kilos, bah tiens attends, je vais peut-être me prendre un petit musculaire. Et puis Mm. bah, au final, les gars, et on a fait du coup un pratiquant en plus, quoi, un Ouais, rider en ouais. plus. Donc Ok, c'est ça qui est top, quoi. génial. Ok. Il y a un sujet sur lequel je voulais t'entendre, dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est donc le marketing digital, sur lequel tu as évidemment plein de choses à dire. On va pas faire tout un épisode là-dessus, puisqu'on est déjà à un peu plus d'une heure d'enregistrement. Mais rapidement, si et puis on pourra d'ailleurs faire un épisode focus là-dessus, voire même un webinar si c'est quelque chose qui te dit. Mais euh, comment est-ce que quel tips on pourrait donner demain à une marque qui se lance ou même une marque qui est un peu plus établie, peut-être pas parmi les gros, mais c'est quoi pour toi les clés d'une bonne expérience client utilisateur pour une marque de vélo? Alors, je sais que c'est une question qui est assez large, mais si on devait avoir une vision un peu stratégique,
Comment tu t'y prendrais et c'est quoi pour toi les points de contact les plus importants pour, pour une marque de vélo? Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir une marque et un ton qui soit un parti pris assez fort. Hmm. Et que déjà la marque le reconnaisse, quoi. C'est-à-dire qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut parler à nos consommateurs. Et déjà, ça, c'est vraiment la base. C'est qui on Hmm. est, qu'est-ce qu'on veut dire. Et sans ça, en fait, on peut pas communiquer, quoi. On peut pas communiquer et délivrer le message si on n'a pas cet ADN qui est écrit noir sur blanc et qui sera tous les jours dans la communication un peu le fil rouge et conducteur. Hmm. Donc c'est Donc ça, c'est quelque l'identité de chose, marque, quoi. c'est ça, Hmm. d'avoir une identité de marque et un parti pris fort. Et après, tout est entendable et valable, mais il faut qu'il y ait vraiment une cohésion et une identité qui soit reconnue et forte. Et après, c'est qui est, je pense, de l'authenticité. Ça, c'est quand même vraiment important. Peu importe le parti pris qui est choisi, mais qu'on parle à chaque fois avec authenticité et un petit peu des valeurs qui sont vraies et pas se cacher derrière soit des messages un peu tout préfaits ou des choses comme ça. Hmm. Et puis respecter justement cette authenticité. Et après, ben, ça va être euh, euh, comment dire, d'avoir des prises de parole qui soient harmonieuses et qui soient cohérentes en termes d'expérience client. Ok, Hmm. donc c'est-à-dire qu'on retrouve le même sentiment quand on est sur le site internet ou sur les réseaux sociaux ou au SAV quand il y a un souci au téléphone ou alors en magasin quand on va réussir à parler, enfin que le revendeur parle de la marque. Et c'est ça qui va être vraiment le vrai challenge. En fait, c'est pas d'être fort sur les réseaux sociaux ou alors d'avoir un site internet qui soit vraiment hyper canon. Enfin, tout est important évidemment, Hmm. mais c'est qu'il y ait une vraie cohérence à chaque prise de parole. Et c'est ça l'expérience client. C'est si moi je suis sur le site internet d'une marque et en fait, enfin, je rêve, j'ai des paillettes dans les yeux, il y a du contenu qui m'intéresse, c'est pertinent. Et après, je me déplace en magasin et au final, le vendeur, il connaît pas les produits. Et en fait, au contraire, il va même un peu dénigrer. Il va dire, mais non, mais ça, tu devrais prendre autre chose. Bah, l'expérience, elle est cassée, quoi. Hmm. Et c'est dans le business model du vélo où on passe nécessairement par le magasin de vente physique. Enfin, en tout cas, dans Hmm. beaucoup de cas, sauf pour certaines marques qui vendent en ligne. Il y a cet aspect faire cohabiter le digital et le magasin de vente physique pour que l'expérience client elle soit respectée, quoi. Hmm. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, effectivement, après, concrètement, comment ça se passe? Bah, c'est plein de mise en place et de choses Hmm. un peu plus opérationnelles à installer. Mais cette prise de parole harmonieuse et qui soit cohérente, ça, c'est hyper important. Ok, donc quand tu disais en termes d'opérationnel, ça passe par la formation des revendeurs, ça passe par de l'accompagnement, leur fournir les outils pour que justement ils aient en quelque sorte le même discours de marque, qui soit picousé un peu du coup par la marque. Tu vas me dire que c'est pas compliqué d'être picousé par des marques comme Santa Cruz, mais comment tu crées ça? Est-ce que ça passe justement par les événements que tu organises? C'est quoi les outils? Ouais, après, je pense que c'est valable pas que pour le vélo ou pour Santa Cruz. Hmm. En fait, l'important, c'est d'avoir cette identité de marque et après de fédérer autour de la marque et justement autour de l'expérience client, peu Hmm. importe ce que ça soit, quoi. Et donc, on en revient à la même chose, le côté communautaire, c'est ça qui plaît le plus dans le milieu du vélo. C'est Hmm. pour ça qu'on roule. Donc, réussir à former les vendeurs en magasin, c'est vraiment essentiel, c'est sûr, tout comme assurer une bonne représentativité de la marque sur la surface de vente, ça c'est pareil, Hmm. que le produit ne soit pas noyé au sein d'une centaine de vélos qui sont rangés un peu les uns à côté des autres. Faire essayer les vélos, le test, ça c'est hyper important, que ce soit aussi bien pour les vendeurs en magasin que pour les consommateurs. Ça, Hmm.
le test, c'est vraiment la clé. Et puis, ça va être un peu réussir à faire cohabiter la com digitale d'un côté et puis tout ce qui va être communication physique et puis formation magasin et l'aspect vente en magasin physique, de le faire cohabiter du mieux possible. Et après, une fois que justement tout le monde est un petit peu fédéré autour de la marque, fidéliser et faire en sorte que ça soit aussi bien les vendeurs que les pratiquants qui roulent sur nos vélos soient pas comme des ambassadeurs, mais en tout cas qui soient des prescripteurs, quoi, et Mhm. qui puissent recommander. Qui puissent Et, recommander. et alors, comment tu crées ça? Comment tu crées ce sentiment d'appartenance avec une marque? Alors, on continue avec l'exemple Santa, mais c'est quoi les leviers? C'est toujours des événements? C'est toujours des rassemblements, des sorties? C'est quoi l'idée? Ouais, c'est ça. Et puis, comme on le disait, c'est être accessible, être authentique, être simple, être en relation avec les valeurs de la marque, pas se prendre la tête. Je pense que aujourd'hui, on a tous des vies suffisamment stressantes et compliquées sans que dans le milieu du vélo, quand soit un vendeur en magasin ou soit quand un pratiquant vient rouler avec nous, qu'on se prenne la tête, quoi. Faut que ça reste simple, accessible, du plaisir. Et c'est ça qui est important et essentiel, quoi. On a de la chance de travailler dans une industrie où on est censé donner du plaisir aux gens, et les faire rêver. Et c'est tout simplement ça, quoi. Et surtout, pas se prendre la tête et des notions de partage simple, en fait. C'est faire un coup de vélo tous ensemble. Et après, à partir de là, il y a un panel de choix de vélo qui est assez fou sur le marché. Qu'est-ce qui va faire que tu vas plus choisir un Santa Cruz qu'autre chose? Ça va être des options techniques avec des suspensions, ça va être la qualité du carbone, ça va être le choix de ton vendeur, etc., etc. Et cetera. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est réussir à plonger tout le monde un peu dans un univers et surtout qu'il soit accessible et authentique et qu'on passe un bon moment et que à chaque fois ça soit à la fois sérieux et professionnel parce que c'est la base, mais sans prise de tête et que ça finisse avec une petite bière bien fraîche, quoi, tu vois. Mhm. Ok. Dernière question avant de te laisser, c'est par rapport à justement ce que tu viens de nous dire et versus le contexte actuel qu'on connaît. Pour rappel, voilà, marché un petit peu en tension en ce moment sur les appros. Les magasins qui continuent à avoir, enfin qui ont du stock. Alors, tu m'as expliqué un peu avant euh, que tu n'avais pas forcément trop cette logique de surstock aujourd'hui pour des marques comme Santa Cruz ou Cervelo, mais comment est-ce que justement tu continues à créer du lien? Comment est-ce que tu continues à créer du kiff, en quelque sorte, dans une période qui est pas forcément la plus marrante pour tous les acteurs du vélo, en particulier les revendeurs? On en revient toujours à la même chose, hein, c'est des choses simples, le plaisir de rouler à vélo. Voilà, ça c'est un bien grand mot, hein, mais c'est vrai que des fois de un peu oublier toute cette pression et un petit peu ouais, cette tension qu'il y a sur le marché et d'aller rouler avec les gars, de passer du bon temps, c'est la base, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce métier et ça fait pas tout, mais les gens les testent, proposer des essais, proposer des vélos qui sont parfois des vélos un peu de rêve, les rendre accessibles, c'est quand même important. Et puis, nous, on a toujours privilégié le contact, on a toujours été sur la route, même quand on n'avait plus de stock, on est allé à la rencontre des magasins, on a continué à former, on a continué à créer du lien. Euh, donc voilà, nous, pour le marché français, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, c'est porté aussi par une dynamique qui est une dynamique globale, avec la chance qu'on a d'avoir des personnes comme Danny McCaskill qui vont faire rêver les gens, Mhm. avec les ambassadeurs, avec aussi des belles vidéos et du beau marketing qui vient des États-Unis, comme tu l'as dit, notamment Steve Pitt qu'on met sur un e-bike.
Et ouais, ce genre de contenu qui va permettre de continuer à susciter de l'intérêt, à créer de l'excitation autour de la marque et puis à faire que on reste présent dans la tête des magasins, enfin des vendeurs et puis des consommateurs, quoi. Et puis continuer à parler plaisir et passion. Je pense que c'est, si tu es d'accord, ce sera une belle conclusion pour cet entretien pour lequel je te remercie beaucoup. Beaucoup apprécié c'est tout ce que tu nous as dit. Il y aura évidemment plein de sujets sur lesquels on n'aura pas le temps enfin on ne pourra pas élaborer, mais comme on est en contact, on aura bien l'occasion d'en discuter et potentiellement, s'il y a d'autres sujets qui reviennent, de refaire un autre épisode. Thomas, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on te trouve cette année de manière digitale ou physique? Alors, sur les événements majeurs de la saison, ça va commencer au All Mountain Challenge, dont Santa Cruz est partenaire, d'avril, le 14 et 15 avril. Qui se passe Et où? puis après, ça sera à Saillant, dans la Drôme. Oh, Voilà. Donc, ok. donc avec une belle épreuve, un beau combiné enduro cross-country. Donc un enduro le samedi, une course de cross-country le dimanche. Donc on sera présent là-bas avec du rider care pour aller à la rencontre des pratiquants. On a aussi des vélotests, on aura des vélos en expo, donc ça sera chouette. Ok. Ensuite, c'est parti sur la route avec les classiques, on va dire le Vélo Vert Festival, la Passporte, l'étape du Tour, les Pro Days, et puis les championnats du monde aussi, Oui. à Loudanvel, et puis le Roc d'Azur. Voilà, donc Ok, on ouais, donc sera. tu vas pas t'ennuyer, quoi. Je pense qu'on va pas s'ennuyer, non. Non, Non. non. Et puis quelques petits stops à Morzine aussi pendant la saison, d'avoir le camp de base et puis de se requinquer un petit peu. Si le Pro Shop Santa, rappelle-nous où est-ce qu'il est à Morzine? Alors, il est dans le bourg, c'est rue du Vieux-Bourg, à Mhm. Morzine, avec un showroom, avec une partie de la gamme qui est exposée. Donc, les produits ne sont pas en vente, c'est vraiment un showroom pour montrer les vélos. Mhm. Après, il y a des accessoires, des goodies qui sont à la vente. Mais ouais, ça permet de voir un petit peu les nouveautés, de voir les couleurs, qui parfois ne sont pas forcément disponibles en Mhm. magasin ou chez son vendeur. Et puis, c'est toujours l'occasion de parler avec Rose ou Loïc qui sont basés là-bas et Ouais. qui sont des gens super Ouais. et passionnés eux aussi. Donc, c'est cool. Ouais. Loïc qu'on salue, puisque c'est un des tauliers de Morzine. Si vous connaissez pas Loïc, soyez prudent quand vous lui serrez la main, puisqu'il a des paluches voilà, qui sont celles de quelqu'un qui roule beaucoup et qui shape beaucoup. Et donc Loïc, qu'on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un aussi d'authentique et qui fait beaucoup aussi pour la marque. Donc génial. Merci beaucoup Thomas. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast en une fois ou plusieurs fois, hein, puisque je reçois des messages qui me disent oui, alors c'est un peu long, je peux pas l'écouter en une fois, mais c'est pas grave, vous pouvez le couper en plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Si vous avez des feedbacks, on est évidemment preneur. Thomas, LinkedIn? Ouais, LinkedIn aussi, ouais. Ouais, Ouais, ouais. LinkedIn? Rendez-vous Ok, sur LinkedIn. Ouais, très ouais, bien, voilà. Donc, génial. Thomas Lecoq, voilà, pas de problème. Voilà, bon, Vous allez me trouver. de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, tous les liens, tous les trucs dont on a parlé dans la description de l'épisode, comme d'hab. Eh ben écoute Thomas, merci beaucoup, beaucoup. Je te souhaite une bonne Merci, après-midi Antoine. et puis à très vite hein, sur les premiers événements et sur les sentiers. À bientôt. Ouais, merci. Salut, ciao. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée
un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.